Si on gagne, avec cette équipe-là, on va changer ce sport. Cadence, man! Essaie de Christian Domenici, c'est un génie! Trace la glace, c'est le Bombman! Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée! Pas ça, Zinedine. Je vais devenir la meilleure. Comme ça, je pourrais changer les choses. Souvenez-vous, on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Ici, on parle du sport dans le cinéma. Au Ciné Sporting Club, la Dream Team rencontre le casting. Ça pue la sueur et le popcorn. On entend les claps de cinéma répondre aux claps des serviettes sur le cul. Et les chasubles des joueurs se mélangent aux costumes des acteurs. Poussez la porte des vestiaires du Ciné Sporting Club le temps d'une causerie. Et découvrez les rapports plus ou moins étroits entre le sport et le 7e art. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au Ciné Sporting Club. Et bonjour Fabien. Bonjour Romain, bonjour à toutes et à tous. Walt Disney a dit « L'animation offre un terrain de jeu illimité à l'imagination ». Et quand ça parle de terrain de jeu, le CSC n'est jamais loin. Et oui. Le film d'animation démarre aux origines du cinéma, avec une technique qui a évolué au fil des décennies, passant du dessin animé traditionnel sur celluloïd au stop motion avec des figurines en pâte à modeler, puis enfin à l'animation 3D la plus poussée que l'on retrouve aujourd'hui. Et ces origines communes sont à mettre en parallèle avec le sport, car parmi les premières scènes filmées de l'histoire, on retrouve des athlètes effectuant des gestes de leur discipline. Car ce qui lie le sport et l'animation, c'est tout bêtement le mouvement. Et l'animation est un des outils parfaits pour permettre de capturer la dynamique et d'exagérer ce mouvement, par exemple. Tout ça via des angles ou des points de vue que la caméra ne peut atteindre, en tout cas jusqu'à récemment. Oui. A l'inverse, le sport alimente l'imaginaire de l'animation avec des actions et des gestes hors de portée du commun des mortels. Nous avons déjà parlé de films d'animation traitant du sport dans ce podcast. Mais étant tous deux amoureux de ce genre, oui, nous ne pouvons pas ne pas leur consacrer un épisode du CSC. C'est maintenant chose faite, avec un 19e épisode haut en couleur, un jeu très animé. Vous les jaunes, jouez avec correction. Et vous les bleus, faites de votre mieux. Pour commencer, je vais faire un grand écart. Oh là non, mais relève-toi là. Non, t'as vu, j'y arrive. Bref, moyen. Bon, je vais d'abord vous parler non pas d'un film, mais d'une scène devenue culte alors que le film est un peu passé aux oubliettes. Le film en question, c'est L'Apprentie sorcière de 1971 de Robert Stevenson et avec Angela Lansbury. Pour ceux qui ne savent pas, Angela Lansbury, elle jouait dans Arabesque. Oui, d'accord, ok, je vois. J'ai jamais vraiment regardé un épisode d'Arabesque, mais on voit l'actrice. Il s'agit d'un film mêlant personnages animés et prise de vue réelle, dans la foulée de Mary Poppins, et plusieurs années avant Qui veut la peau de Roger Rabbit ou Space Jam. C'est un film Disney, je le rappelle, et ce film n'est pas un film d'animation à part entière, et encore moins un film de sport. D'accord, donc pourquoi t'en parles là ? J'y viens. C'est parce qu'il contient une scène qui n'est pas sans rappeler le film Animalympics dont nous avons parlé dans notre épisode 11 consacré aux Jeux Olympiques. La scène. Nos personnages humains et bien réels, donc, doivent assister et arbitrer une partie de foot endiablée au pays des animaux. Alors bien que courte, cette scène est un bel exemple de ce que l'on pouvait faire de beau à l'époque de l'animation en 2D sur celluloïd. Ah oui. Alors elle est drôle, les personnages des animaux sont nombreux et plutôt hilarants, notamment dans les capacités de chaque espèce à utiliser le ballon avec le pied, ou la patte, ou la queue, ou la corne. Ouais, bref, d'accord. Ou dans les coups bas qu'elles peuvent se faire aussi. Voilà. Donc l'animation est très belle, elle nous procure un beau sentiment de nostalgie, avec des animaux très représentatifs du style Disney de l'époque. On retrouve des animaux qui nous font directement penser au Livre de la Jungle ou Robin des Bois. Oui, ok. La partie de foot, c'est un bel hommage au foot de l'époque et au mauvais traitement des arbitres d'ailleurs. Donc voilà, bon, j'en parlerai pas plus, il n'y a pas grand-chose à dire à part sur cette scène, si ce n'est qu'elle me vient directement en tête quand on parle de sport animé. Ouais, d'accord. Donc je voulais lui faire cet hommage, car elle prouve que dans le cinéma de jeunesse, les scènes de sport font souvent mouche dans la tête des enfants et c'est celles qui restent. Un peu comme la partie de rugby dans Astérix chez les Bretons. Ouais, aussi, voilà. C'est vrai. Alors, et si je parlais de grand écart tout à l'heure, c'est bon, je peux me relever là ? S'il te plaît. J'ai une grande place. C'est horrible à voir. C'est parce que je vais maintenant fermer cette parenthèse pour vous parler d'un film sorti des décennies plus tard, un film d'animation, et cette fois intégralement d'animation, mais d'animation bien plus récente, sans dessin papier ni celluloïd, donc de l'animation en 3D. Alors, il s'agit de Steve, bête de combat, de Hamish Grieve, et le titre c'est Rumble en anglais, encore un titre que... voilà. Alors ce film il est un peu passé entre les radars puisqu'il devait initialement sortir en salle en février 2021. Février 2021, ça te parle Fabien ? Belle époque je crois. Voilà, c'est donc ce mois qui a marqué un peu le début de la fin de notre civilisation. Car même si on essaie de l'oublier, 2021 ne fut pas l'année la plus mémorable, surtout pour le cinéma, la faute à un certain virus. Je me souviens plus.
Du coup, au bout de plusieurs reports de sortie, le film est sorti directement en streaming. Ouais, comme beaucoup, ouais. Voilà, c'est pas de bol. Donc il s'agit d'une adaptation d'un roman de jeunesse du même nom, il faut le savoir. L'histoire du film se déroule dans un monde où monstres et humains cohabitent. Dans ce monde, le combat de monstres est un sport international ultra populaire, avec ses mégastars planétaires, ces shows qui ne sont pas sans rappeler le monde de la boxe ou encore celui du catch. On débattra un autre jour sur la question si le catch est un sport ou non. Oh, tu m'as lancé ça. Voilà. Mais oui, dans le film, c'est un vrai sport, il n'y a pas de fake. Voilà. Ok. Donc on y suit les aventures de Steve, un monstre maladroit et paresseux, un peu un boulet, qui va se faire entraîner par Winnie. Alors pas Winnie l'ourson, une jeune fille, donc une jeune entraîneuse en herbe qui est déterminée à marcher sur les traces de son père, qui était lui-même entraîneur, et qui a disparu, et qui était entraîneur du père de Steve aussi, qui était déjà une méga star à l'époque. Ok, remets les trucs. Voilà. Il va devoir gravir les échelons du championnat pour combattre le champion du monde, Tentacular, alors qui est doublé par Terry Crews, acteur et ancien joueur de NFL. Brooklyn Nine-Nine. Ouais. Le film reprend beaucoup les codes du film de boxe que l'on a vu dans notre spécial Rocky et que l'on verra encore dans un très prochain épisode. Oui. Alors à savoir le dépassement de soi, la rivalité, le training montage, forcément, les entraîneurs, les entraînements étranges qui te font augmenter tes skills de combat, l'appât du gain, le risque d'embourgeoisement, bon et j'en passe. Oui, c'est vraiment donc, tout. Voilà, on n'est pas loin de l'hommage, c'est clair. Alors vous vous en doutez, le principe d'exploiter des monstres pour faire du bise, c'est pas anodin, puisqu'on peut évidemment faire le parallèle avec les institutions actuelles qui cherchent à faire toujours plus de profit sur le dos des athlètes et souvent au détriment de leur santé d'ailleurs. Alors quand on est un peu plus âgé que le public visé, soyons clairs, l'intérêt du film, il est uniquement dans les scènes de combat. Voilà. Ouais. Alors elles sont franchement belles, rythmées, c'est un véritable show, voilà. Et c'est travaillé pour rendre la chose réaliste, avec des lumières éblouissantes du stade, les enchaînements au ralenti, des plans très rapprochés, la sueur qui gicle sous les coups, les silences, la clameur de la foule. Voilà, c'est franchement bien foutu. C'est assez immersif. Et bon, si vous voulez davantage d'immersion, d'ailleurs, regardez-le plutôt en version originale, car les combats sont annoncés par Michael Buffer, l'annonceur officiel de toutes les grandes affiches de boxe, et on a eu évidemment droit à son emblématique Let's Get Ready to Rumble, que j'ai déjà tenté d'imiter. Pas cette fois. Non, cette fois. Non, t'es pas drôle. Bon, on a vu l'animation 2D traditionnelle, donc avec l'apprentie sorcière. Oui. On a vu l'animation 3D avec Steve, bête de combat. Voilà, donc on va maintenant passer à l'autre technique d'animation, et par n'importe laquelle, puisque c'est ma préférée d'ailleurs. Alors oui, là on est en terrain conquis. C'est un film des studios anglais Aardman, dont le génial Nick Park tient les rênes de la création. Alors palmarès, pour resituer un petit peu, voilà ces gros mythes, bien sûr. Chicken Run ou Sean le mouton. Et surtout, une règle à laquelle il ne déroge jamais, que du stop motion, avec des personnages en pâte à modeler. C'est ça qui ça c'est quand même fou. Alors là, je vais vous parler de Crowman, qui est sorti en 2018. Alors le pitch est perché, à travers une comédie au parfum d'humour anglais. Le film nous raconte des hommes préhistoriques paisibles, envahis par des hommes de l'âge de bronze. Oui, alors tout ce qui est histoire, on va oublier, qui veulent construire une mine dans leur vallée. Et là où tu te dis que les réus d'auteurs, elles devaient pas juste tourner à l'eau chez Aardman. Un peu comme au CSC, d'ailleurs. Ouais, aussi, c'est vrai. Non, on ne dit rien. Le conflit entre ces deux peuplades va finalement se décider lors d'une partie de football. Bon, alors je vous invite à découvrir les autres films du studio. On est sur des bases solides en termes de n'importe quoi. Voilà. Donc prévenez quand même vos gamins qu'on n'est pas sur un documentaire, parce que vous allez avoir des problèmes après au niveau des cours d'histoire. Donc t'imagines Romain la rentrée avec tes élèves qui te racontent le passage à l'âge de bronze. Bon, remarque, ça me changerait des fois où ils me demandent si j'ai connu les dinosaures. Très sympa de leur part, vraiment. Mais alors ce côté loufoque, Crowman, c'est un film plus malin qu'il n'y paraît. En réécrivant l'histoire, ou devrais-je dire la préhistoire, t'as compris, il se permet de critiquer le foot et ses dérives, tout en jouant sur les anachronismes et les clins d'œil au monde actuel. Alors je dis critique, mais bon, ça reste léger, on n'est pas sur les Pentagon Papers non plus. Et c'est d'ailleurs un des films les plus orientés jeunesse du studio Aardman. Côté scénario, on peut se dire que c'est un peu trop attendu, alors que tout le reste est basé sur la surprise et l'originalité. Vous vous en doutez, on est dans le schéma bien connu de l'équipe de losers, qui grâce à de belles valeurs de solidarité et de courage, va déjouer les pronostics face à l'ogre présumé invincible qui se dresse face à lui. C'est le type scénario qu'on avait vu dans l'épisode 2 sur l'esprit d'équipe, tout ça. Pour pouvoir permettre à l'équipe de surpasser la montagne à gravir. Et le dépassement de soi, exact. Bon, en tout cas, j'ai bien aimé Crowman car il est généreux au niveau sport. Le match, il couvre une bonne partie du film. L'animation, tu te doutes, elle est toujours au top. L'humour anglais,
Bon bah c'est pas comme l'équipe de rugby, hein. Moi j'adore, tu vois, donc voilà. Oui, eux, on adore surtout les défoncer, quoi. Oui, c'est plus ça qu'on aime. Bon, si vous êtes coincé avec les gamins et que vous avez pas envie de voir La Reine des Neiges pour la 57e fois, mettez-vous un petit Croman, vous passerez tous un bon moment. Magnifique démonstration de jeu collectif par l'équipe de la jeune Pierre, Brian. Tout à fait brillant, ce sont un peu les Manchester United. Tu l'as celle-là? Tu l'as compris? On peut pas parler d'animation sans évoquer les studios Pixar. Non, c'est sûr. Donc je vais parler d'un film d'animation pas méconnu puisqu'il s'agit de Cars. Voilà, donc un film de 2006 de ces mêmes donc studios Pixar. Donc dans un monde, bon je vous fais le rappel, hein, même si je pense que vous en rappelez. Donc dans un monde peuplé de voitures anthropomorphes, hein, cette fois c'est moi qui l'ai placé. Ouais, joli. Flash McQueen, une belle voiture évidemment rouge, hein, puisqu'une voiture rapide est forcément rouge dans la tête des enfants. Oui, merci Ferrari. Là, c'est une star en devenir de la course NASCAR, enfin la Piston Cup dans le film. Alors il va se retrouver paumé au milieu de laissés pour compte et s'y faire de nouveaux amis. Pour que Disney nous apprenne une nouvelle fois que la vraie victoire c'est celle qu'on se fait en se faisant des copains. Alors certains thèmes font bien sûr écho à The Last American Hero dont tu avais parlé Fabien dans notre épisode 6 sur le sport mécanique au cinéma. Tout à fait, ouais. Alors donc voilà, c'est le thème de l'Amérique des laissés pour compte face à l'effervescence et la démesure des courses de NASCAR. La Piston Cup. Attention, il n'a pas les droits. Hein. Alors bien écrit, hein, ce film, avec un amour flagrant pour le sport auto, à travers tous les détails et clins d'œil à ce milieu. Souvent ce que fait Pixar d'ailleurs. Oui, voilà, hein, ça c'est clair, ils sont pas avares en termes d'hommages et de clins d'œil. Des petits détails comme ça, c'est clair. Donc comme dans les habitudes des films Pixar, tout le monde y trouve son goût. Les petits, avec une histoire simple et des personnages attachants, des voitures qui parlent, quoi. Hein, je veux dire. T'as qu'à voir le nombre de cartables et de trousses et de machins. C'est clair, voilà. il y en a encore aujourd'hui. Hein. Ouais. Et comme les grands, hein, d'ailleurs, avec de nombreuses références et autres clins d'œil qui ne parleront qu'au public plus âgé. Hein. Et les références au sport automobile, elles sont forcément hyper nombreuses. Alors quelques exemples, hein. Le nom du héros déjà, Flash McQueen. D'abord un hommage à Glenn McQueen, un animateur de Pixar décédé en 2002. Bon, ça on peut pas forcément le savoir, mais aussi forcément, toi j'imagine que tu as pensé à... Je croyais que c'était ça. Voilà, Steve McQueen, acteur passionné et très impliqué dans la course automobile. Je pense qu'il y a un double hommage là en fait. Hein, alors le numéro 95 de Flash McQueen, c'est une référence à l'année de sortie de Toy Story. Voilà, le premier long métrage des studios Pixar. Ça c'est un petit clin d'œil qui se font. Hein, voilà. Les pneus aussi de Flash, que Flash porte, c'est la marque Lightyear. Oui, tout à fait. Alors ce choix, c'est un double clin d'œil d'une part à la célèbre marque Goodyear, marque de pneus, hein, et d'autre part au personnage de Buzz l'éclair qui s'appelle Lightyear en version originale. Ça passe moins en français, forcément, on a moins la ref. Quoi. À un moment du film, il y a un petit truc drôle aussi, c'est qu'on voit un Hummer politicien qui prend la parole à la télé, ce qui renvoie évidemment à Schwarzy. C'était à l'époque où il était gouverneur de Californie et fan de ce modèle de voiture, enfin de tank. La seule dans laquelle il doit rentrer en même temps. C'est pas faux. Une autre référence assez rigolote, même les insectes dans le film sont des voitures. Et les quelques moucherons qui virevoltent près des néons, ils sont évidemment des coccinelles. Voilà, un clin d'œil au célèbre modèle de la marque Volkswagen, mais surtout à l'inoubliable choupette des films de Disney. Bien entendu. Alors bref, je vais pas vous sortir tous les Easter eggs qui sont présents dans Cars, hein, ça prendrait des heures. Hein. Mais bon, dans la version originale, le casting il est plutôt très alléchant et de nombreux pilotes, alors de NASCAR, hein, donc je vais pas vous dire les noms, ça va pas trop vous parler. Donc de nombreux pilotes ont prêté leur voix, tout comme Michael Schumacher, hein, brièvement. C'est quoi forcément la voiture qui une Ferrari. Oui, c'est une Ferrari. Voilà. Il y a aussi Mario Andretti et évidemment Paul Newman, autre acteur pilote investi dans le sport auto et malheureusement c'était son dernier film avant sa mort. Quoi. D'accord. Alors tout ce côté référencé dans Cars est bien sûr là pour plaire aux fidèles du sport mécanique, pour devenir une véritable référence dans ce milieu. Cars a tout pour plaire aux amoureux de l'auto. Et les scènes de course, elles sont palpitantes, très immersives, rythmées. Il y a vraiment une belle impression de vitesse. Voilà, les voitures sont belles, la foule, les crashs, les arrêts au puits, comme dirait l'autre. Tout y est, quoi. Donc on a un film à voir ou revoir avec ses enfants, ou même sans les enfants, car c'est une chance pour eux. Et d'ailleurs, je suis vraiment jaloux de pas avoir pu découvrir ce film étant gosse, quoi. Hein, voilà, parce que bon, même si nous on avait les Transformers et Masques, c'était bien aussi. Ça défonce quand même. Hein. Et il y a 2 suites dans Cars, donc il y a de la ref à déceler. Et un Cars 4 est en route. Ça c'est une bonne nouvelle. Donc on n'a pas fini avec Cars. Hein. Et qui sait, peut-être ce film ouvrira la voie à une vocation, comme le tout récemment nommé en Formule 1, Isaac Hadjar, qui expliquait dans une interview que nous avons partagée sur nos réseaux d'ailleurs, comment sa passion pour la course automobile était née devant ce film. Et nous au Ciné Sporting Club, des histoires comme ça, on en redemande. Alors cette fois on va partir un petit peu à la plage, hein, avec les rois de la glisse ou Surf's Up.
dans la langue de Shakespeare. Alors encore une bonne traduction du film bien créatif, quoi. On n'a pas fini de les relever, ça. Non, je crois qu'on va faire que ça. Film de 2007, Sony Pictures, et ça a son importance dans l'anime, de Ash Brannon, le réalisateur de Toy Story 2, et Chris Buck, animateur sur Rox et Rookie, donc le gars est là depuis un moment, La Petite Sirène, Bernard et Bianca, et qui co-réalisera ensuite La Reine des Neiges. D'accord, on a quand même des gros morceaux de l'animation. Là. Ouais, énorme. Donc, le film parle de surf, mais pratiqué par des pingouins. Ah, c'est original. On suit le jeune Cody Maverick, qui surfe sur sa banquise depuis gamin, en rêvant de faire de la compétition et ainsi devenir champion du monde. Il part ainsi sur l'île plus tropicale de Pingu, tu vois, t'as le jeu de mots, voilà, okay. Pour participer au championnat du monde, où les rencontres qu'il va faire vont changer son destin. Alors j'en dis pas plus car le scénario est un peu mince, donc on va pas gâcher le peu qu'il y a. Oui, voilà, c'est normal. Et alors oui, l'histoire elle est pas révolutionnaire, mais bon, c'est une animation pour un public jeune. Et ce qui le distingue, c'est qu'une grande partie du film, elle est tournée un peu sous forme de faux reportage. Donc ça lui donne une touche d'originalité qui est vraiment sympa. Les Rois de la Glisse, il est typique de ces films d'anime qui sont nés dans les années 2000, tu sais, avec une histoire simple pour les têtes blondes et pleine de références pour l'accompagnant, le parent ou la victime, quoi. Ouais, voilà. Comme Cars, tous les Pixar. Exactement, ouais. Ça. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt agréable. Enfin, ils avaient bien trouvé le filon là-dessus pour permettre aux C'est parents. Pixar qui a lancé le truc. Qui a lancé ça, exactement, ouais. Et d'ailleurs, au final, le sous-texte, il est plus complexe qu'on le pense. Et c'est peut-être ce qui fait que le film va presque plus plaire aux adultes qu'aux enfants, quoi. Parce que ça questionne la victoire à tout prix au détriment du plaisir de pratiquer son sport. Et même si on va plus loin, le sens de la vie. Voire une forme d'existentialisme développée par Jean-Paul Sartre. Ah ouais, là on s'éloigne du niveau habituel du podcast. Ouais, non, pardon, là je m'égare un petit peu, quoi. Mais bon. Donc pour revenir à nos marottes, déjà malgré son âge, le film est toujours joli, je trouve. Alors surtout qu'on parle d'un film qui est sur l'eau, et pire encore sur des vagues, ce qui est le cauchemar de tous les animateurs 3D, quoi. Ça peut mal vieillir, effectivement. Et ouais. Mais surtout, c'est un vrai hommage au surf. Alors, les surfeurs pros, alors que dis-je, les légendes, Kelly Slater, 8 fois champion du monde de surf, et Rob Machado, ils ont participé à la conception du film. Donc déjà, ils ont prêté leur voix à des personnages qui sont inspirés d'eux-mêmes, dans la version originale, mais ils ont aussi conseillé les équipes d'animation sur plusieurs aspects. Par exemple, le comportement des surfeurs face aux vagues, ou juste même les vagues en elles-mêmes, quoi. Et ça, à nouveau, on aime, quoi. Ouais, c'est clair. Kelly Slater, il a même servi de modèle pour le héros Cody. Et Sonny Garcia a inspiré le personnage du broyeur avec son style de surf hawaïen. Et il y a aussi Big Z qui vient du légendaire Greg Knoll, l'homme qui surfa la plus grosse vague du XXe siècle en 69 et à la rame, s'il vous plaît. C'est-à-dire pas tracté par. Pas de scooter des mers pour le tracter, le gars. Voilà. De plus, les réalisateurs ont expliqué avoir visionné un grand nombre de documentaires de surf, comme le génial Endless Summer de Bruce Brown, de 1966 quand même, ou le plus récent Riding Giants de Stacy Peralta. Et enfin oui, le film surf sur la vague Pingouin de cette époque. On est juste 2 ans après la sortie de Madagascar, de DreamWorks, cette fois, dont les personnages de pingouins espions avaient tellement cartonné qu'ils avaient eu leur propre série. Surf's Up, il aura même une suite un peu après, mais comme beaucoup de suites, on l'a déjà constaté, il a fait plouf. Ah ouais, tu l'as. Bon, c'est parti. Concentration. Rapide. Je suis rapide. La victoire. Un gagnant. 2 perdants. Rapide. On laisse les animaux sportifs pour revenir à une forme majeure de l'animation qui nous vient de loin. Oui, même plutôt loin. Donc on s'envole au pays du soleil levant, le Japon, avec un film d'animation qui traite d'un sport qui m'est cher, personnellement, le basket. Ouais. Il s'agit d'un anime, donc une adaptation de manga réalisée en 2022 par Takehiko Inoue, et c'est The First Slam Dunk. Incroyable, ouais. C'est l'adaptation de son propre best-seller du manga de sport, Slam Dunk. Et je préviens de suite, j'étais pas bien entré dans la BD, mais avoir vu ce film me donne vraiment une terrible envie de m'y remettre. Et c'est peut-être mieux dans cet ordre finalement, comme ça je gagne en objectivité sur le film. Je pense, ouais. Car oui, le film, c'est une pépite, un bijou d'animation et pour le coup, un vrai film de sport. Ah là, ouais. J'ai vraiment pris une claque en voyant ce film, et toi aussi Fabien. Ouais, non, pareil, c'est clair. Ici, le sport, c'est pas la simple toile de fond comme on a pu le voir maintes et maintes fois. C'est l'inverse. Ouais. Là, t'as 2 heures de basket pur, timidement entrecoupé de flashbacks assez courts sur des situations de vie des personnages. Oui, c'est pas énorme, c'est bien. Ça casse pas le rythme, voilà, c'est vraiment... C'est bien fait. Et là où c'est génial, c'est qu'évidemment, Inoue n'adapte pas l'intégralité de tous les tomes de son manga, chose qui a été faite en série dans les années 90. Oui, il y avait la série avant. Mais en 2 heures, c'est pas possible. Non. Donc ici, il se concentre sur
un match. Ouais. Et c'est celui donc opposant l'équipe du lycée Shohoku. Oui, je sais, vaut mieux le dire en japonais. Ouais, évitez de le dire en français. Non, voilà. Et donc de nos héros face au lycée champion en titre, Sano Kogyo. Et le film se consacre uniquement au déroulé de cette rencontre de la première à la dernière seconde. Il est plus qu'en temps réel. Et contrairement au manga, le film se concentre essentiellement sur le point de vue du personnage de Ryota Miyagi, meneur de l'équipe, et non pas sur celui de Sakuragi, le personnage principal dans le manga. Ah d'accord, voilà, ça donc, tu vois, je savais pas. Il y a vraiment un changement de point de vue. Alors j'en vois venir certains, oui, c'est un anime, on va avoir droit au dunk de l'aigle par-dessus l'écran géant, ou un 3 points qui fait prendre le feu le panier. Et ben non, on est bien sur une vision hyper réaliste du sport, tant sur le côté technique que tactique. Les gestes et les situations rappellent vraiment la réalité d'un parquet de basket. On a des guerres d'ego, des choix de coach, des coups de pute discrets entre adversaires que l'arbitre ne voit pas, des phases de jeu tendues qui nous font retenir notre souffle. Techniquement, pareil, on a toute la palette. On a les dribbles, les crosses, les shoots, à tous les postes, des écrans, des dunks, des phases défensives et offensives diverses. Puis... Ils expliquent un peu en plus ça qui est pas mal. Ouais. Tout y est. Et alors en plus, quel rythme. C'est en mouvement tout le temps, c'est ultra dynamique, sans pour autant nous foutre la gerbe d'ailleurs. Donc on est en apnée à chaque shoot tenté, et c'est vraiment du génie. Le film, il souffre d'aucun ventre mou. Les actions, elles sont pas systématiquement coupées par une réflexion intérieure des personnages, comme on a pu souvent le voir dans les animes. Olivier Tom, voilà, on a des actions. Ils courent avec le ballon, ils repensent à leur vie. Quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Là, non, on a pas ça. Là, c'est 24 secondes max par action, c'est la règle. Et puis bon. Le panier, quand il est marqué, il n'y a pas de dialogue, pas de congratulation entre les protagonistes au milieu du terrain. Non, pas le temps, faut se replacer directement en défense. Ça tape dans la main et ça repart derrière. Voilà, c'est exactement ça. Les dessins, une pure beauté, ça nous rappelle bien le manga. Ça m'a impressionné, ça. Et les traits, ils sont fins, on est entre l'aquarelle et le crayon. Exactement. C'est vraiment des textures très jolies, l'animation elle est propre, les textures donc 3D, elles peuvent un peu choquer au début, c'est vrai, mais finalement on s'y fait très vite, et le rendu il est très beau, très fluide, notamment dans les mouvements des maillots, je sais pas si t'as vu, c'est hyper réaliste. La sueur, les trucs, D'ailleurs, comment ne pas penser aux Bulls quand on voit ces maillots rouges et noirs, et d'ailleurs je rappelle que le manga a été écrit dans la décennie 90, période faste de l'équipe de Chicago. Donc pour les chaussures, c'est pareil, les équipementiers ils sont tous représentés, les modèles ils existent réellement, tout est réaliste. Mais là où le film il m'a particulièrement bluffé et mis en haleine, c'est dans sa bande son. Ah, on est d'accord. Les bruitages ils sont incroyables de réalisme. On entend le cuir à chaque ballon capté, les ressorts du panier qui vibrent après un shoot, les switches, les chaussures qui crissent, les respirations. Bon, on y est quoi, voilà, on est sur le terrain et on vit intégralement le match. Et tout ça rythmé par une bande originale bien rock'n'roll. Voilà. Donc ça donne vraiment envie de claquer du shoot, de voir ce film. On a envie d'être avec eux sur le terrain. Et c'est une prouesse qui fait applaudir d'ailleurs le Ciné Sporting Club, car ici le sport, il est parfaitement représenté et sans artifice. Rien à dire. Alors évidemment, les dialogues sont hyper simplistes. Forcément, si on se concentre sur le sport, on n'est pas là pour tchatcher. C'est du vrai, quoi. Ouais. Voilà. Et il reste sur un univers et parfois un humour bien typé manga shonen, quoi. Mais on s'en fout. Voilà. Ça joue tout le long et c'est beau. Et c'est tout ce qu'on demande. Inoue, c'est un amoureux de ce sport et ça se voit dans le moindre détail. Et c'est vraiment du grand art et pour moi, c'est devenu une méga référence du film de sport. Alors, j'en ai peut-être pas vu autant que toi, mais pour moi actuellement c'est le meilleur film de basket que j'ai vu, je crois. Clairement. Enfin, il y en a d'autres. Après c'est difficile à comparer, effectivement. Là, mais en tout cas, dans le traitement, c'est là où c'est original, c'est que c'est du jamais vu, quoi. Et nous arrivons sur notre dernier film, Fabien. Oui, alors là, on est allé chiner loin, puisqu'il s'agit de Flaklipa Grand Prix. Alors, c'est du norvégien, désolé. Au Grand Prix Pignon-sur-Roc en français franco-québécois, je crois. D'accord. Film de 1975 par Ivo Caprino. Un nom pas très norvégien, mais bon. Non, mais bon, écoute. Alors là, on est sur un film un peu dur à trouver en France, mais qui passe tous les Noëls en Norvège, tel Le Père Noël est une ordure ou les 12 travaux d'Astérix chez nous, quoi. Il s'agit encore d'un film d'animation en stop motion, donc comme Crowman, qu'on a vu avant, avec un univers créatif très marqué, des véhicules incroyables et surtout un amour de la course auto qui transpire à chaque plan, quoi. Je vous laisse découvrir l'histoire basée sur la revanche d'un inventeur, alors qu'il s'appelle Théodore Lagente, qui se fait voler sa trouvaille par son assistant, et qui le défie lors d'une course qui s'appelle la course de Pignon-sur-Roc. Pour construire la voiture qui servira à sa vengeance, il démarche un tchèque du Moyen-Orient, Nasser El Raifi, non je déconne, pour lui fournir le budget. Alors je vous rappelle, on est en 1975, donc choc pétrolier, tout ça, voilà, on est dans le contexte. Alors oui, le film est des 70s, et il peut sembler un petit peu lent aujourd'hui à se mettre en place, mais les personnages sont hauts en couleur et attachants.
Et forcément, mention spéciale pour l'incroyable voiture, la Il Tempo Gigante, encore norvégien ça, avec ses fusées et des instruments délirants quoi. Et alors surtout, jetez un coup d'œil à la course finale, voilà, où Caprino il parvient à nous faire sentir la vitesse avec ses petites maquettes, donc c'est vraiment un putain de bijou. Ouais, c'est clair. La scène est longue, on a de quoi faire, mais alors dans le bon sens voilà donc du terme. Et puis on croit suivre une course en live quoi, qui est filmée comme à l'époque. Et c'est en plus la prouesse vraiment, c'est qu'on est sur du stop motion, donc du image par image, pour expliquer ceux qui savent pas ce que c'est. Course de voiture comme ça, voilà, c'est énorme comme boulot. Alors il y a des belles anecdotes autour de ce film. Déjà c'est le plus gros succès du cinéma norvégien quoi, avec 5,5 millions d'entrées pour 5 millions d'habitants. C'est énorme. Il y en a qui l'ont vu plusieurs fois. Je pense. Mais c'est ça qui est fou en plus, c'est qu'il est tellement inconnu comme ça. Quoi. Oui, il est pas sorti plus que ça des frontières quoi. Ivo Caprino, il a mis 3 ans et demi pour le tourner, on comprend avec la technique qu'on a dit, avec une équipe de 5 personnes seulement quoi. Donc on n'est pas chez Pixar. T'imagines faire ça? Il existe aussi alors des vidéos sur internet qui montrent que George Lucas, il s'est inspiré du film, mais alors vraiment plan par plan pour les scènes de course de vaisseaux, tu sais avec les pod racers, dans Star Wars la menace fantôme, c'est vraiment identique quoi. D'accord. Donc c'est une référence quand même pour les connaisseurs. Et puis alors la dernière anecdote qui est ma préférée, c'est que Christian von Koenigsegg, il a dit que c'est en voyant la voiture du héros alors qu'il avait 5 ans qu'il a voulu créer une supercar. Et en 2014, il sort la première méga car de 1360 chevaux, la petite puissance, voilà, suite à ce film quoi. Voilà, donc vous aurez compris, c'est un bonbon pour petits et grands si vous parvenez à mettre la main dessus. Et je vous conseille de suivre justement la recommandation de Fabien, parce que je ne connaissais pas ce film, je l'ai vu, et c'est vrai que c'est vraiment un petit bijou d'animation. Un vrai chef-d'œuvre. Et c'est une prouesse, en tout cas en stop motion. Ça va, il est trop loin. Il peut le mettre. Taisez-vous. Ce bruit me ramènera toujours à la vie. Alors bizarrement, il n'y a pas tant de films d'animation traitant du sport que ça, alors que l'on pourrait penser que le combo, il est plutôt idéal. Les possibilités sans limite de l'animation se marient parfaitement avec les exploits des sportifs, les sublimant par la même occasion. Et elle permet des points de vue impossibles dans la réalité. Mais finalement, l'animation semble généralement préférer se tourner vers le format série, alors ce qui est aussi dû au fait que la plupart sont adaptés de mangas, qui sont eux-mêmes des longues épopées, quoi. On pense à Olive et Tom, Jeanne et Serge, Théo là-bas de la Victoire. Et en plus maintenant, on a vu qu'il y a une multitude d'animes sur les plateformes de streaming qui traitent de tous les sports. Voilà, si vous êtes fan d'un sport, il y a forcément un anime qui existe sur votre sport. C'est vrai. Et pour gagner en crédibilité, le cinéma d'animation, il est souvent plus exigeant sur les détails et la fidélité aux disciplines reproduites. Voilà. Cela permet au spectateur de plus facilement s'immerger dans l'histoire en lui donnant des repères crédibles qu'il connaît, tout en se donnant la possibilité d'exagérer certains traits si nécessaire. Pour terminer cet épisode, on voudrait faire un appel aux studios d'animation du monde entier. Faites des films de sport. Grave, s'il vous plaît, et inspirez-vous, si possible, de celui qui suit. Marcher. Grimper. Grimper encore. Toujours plus haut. Et après. Cette fois, pour En Tribune dans ton canapé, le CSC ne vous fait pas une recommandation mais une injonction. Si vous n'avez pas lu et ou vu Le Sommet des Dieux, coupez tout de suite cet épisode et allez les chercher de suite. Bon, calme-toi Fabien. Terminez d'abord d'écouter l'épisode et ensuite vous vous jetez dessus. Tu me connais, je m'emporte un petit peu. Mais si vous faites pas ça, on vous pète la gueule. Légèrement. Alors, on va parler du film, puisque c'est le Ciné Sportive Club quand même, mais il faut savoir que celui-ci a été tiré de la série de 47 mangas éponymes du génie japonais Jiro Taniguchi entre 2000 et 2003. Puis en français en 5 tomes, notamment chez les éditeurs Kana. Alors c'est un manga qui elle-même est inspiré par un roman japonais écrit par Yume Makura. Et il faut savoir qu'avant l'animé dont nous allons vous parler, une version japonaise en prise de vue réelle est sortie en 2016, appelée Everest, le sommet des dieux, mais on l'a pas vu. Non, on l'a pas vu. Voilà. Donc non, celui qu'on veut vous présenter, c'est la version française, Cocorico, de 2021 par Patrick Imbert, et cette fois en animation. Et le bougre n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il avait déjà adapté 2 bandes dessinées. Alors il y avait Ernest et Célestine. Autre registre. Ouais. Puis Avril et le monde truqué. Et alors, même si on s'est attaqué avec succès, il faut le dire, à Daniel Pédac et à Tardy, il faut tout de même avoir un sacré degré de confiance ou d'inconscience pour se lancer à l'assaut de Taniguchi. Parce que déjà, l'histoire, elle est incroyablement captivante. Donc je vous la fais, un reporter retrouve la trace d'un alpiniste de génie disparu des radars depuis un moment, Abu Joji.
Et comble de surprise, celui-ci aurait en sa possession l'appareil photo que George Mallory et Andrew Irvine transportaient lors de leur expédition de 1924, dont ils ne sont jamais revenus. Alors, quelle importance pour cet appareil photo, nous direz-vous? Eh bien, c'est que l'on ne sait pas à ce jour s'ils sont morts avant ou après avoir atteint l'Everest. Et cet appareil pourrait donner la réponse et changer l'histoire, parce que la première expédition à avoir vaincu officiellement le toit du monde a été effectuée en 1953, donc beaucoup plus tard. Ouais, presque 29 ans après. Ouais, c'est ça. Bon, déjà, juste le pitch, on est d'accord, il donne envie, mais les personnages, ils sont incroyables. Ils décrivent à merveille la force ou la folie de ces aventuriers des sommets. Voilà, le manga, il est magnifique, et l'équipe d'Humbert a réussi à lui rendre hommage. Ouais, je me souviens qu'en le lisant, j'avais froid, c'est vrai, il rendait ça bien, quoi. C'est vrai, et les situations, alors plus que périlleuses dans lesquelles ils se retrouvent, la difficulté du moindre pas au-delà de 7000 mètres, les tempêtes, voilà, on est loin de la petite promenade de Inoxtag. Un chef-d'œuvre et une prouesse pour cette animation, car condensé en 90 minutes, tout en gardant le rythme posé, parce que il y a un côté lenteur et c'est tout. Contemplatif. Voilà, oui. Et garder aussi la fluidité de l'œuvre de Taniguchi, c'était presque aussi insurmontable qu'un 8000, quoi. Alors ça leur a pris 4 ans d'ailleurs. Et alors, ça a été validé par le maître peu avant sa mort, qui était très enthousiaste de l'adaptation, puisque il avait été lui-même adapté. Ouais, c'est classe quand même. Ouais. Et alors le dessin, il est resté en 2D. Oui. Il a été un peu simplifié pour pouvoir être animé correctement, parce que ceux qui connaissent les planches de Taniguchi, ça aurait été injouable. Voilà. Et pour la partie sport, bah oui quand même. C'est vrai. 2 alpinistes français, archi expérimentés, donc Charlie van der Elst et Vincent Vachette, ont été consultants pour ce film pour coller au mieux avec la réalité des conditions de vie à ces altitudes inimaginables. Donc vous aurez compris, impossible de ne pas aimer ce film, alors jetez-vous dessus. Ce 19e épisode du Ciné Sporting Club arrive à son terme. Nous espérons qu'il vous a plu et nous espérons aussi vous retrouver sur nos réseaux sociaux habituels, Instagram, Facebook, YouTube, etc. Et notamment pour répondre à la question que Fabien va vous poser. Alors, quel film de sport aimeriez-vous voir traité en animation ? Soyez créatifs. Oui, il y a de quoi. En tout cas, on vous remercie et puis à très bientôt pour le prochain épisode. À très bientôt, merci. On se retrouve pour le 20e épisode. Merci Fabien. Merci Romain.